Alors bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Raphaël Matevé, vous êtes écologue, géographe et chercheur au CNRS. Vous travaillez sur la conservation de la biodiversité, la gestion concertée des aires protégées et des usages multiples des ressources naturelles. Vous participez à plusieurs programmes de recherche interdisciplinaires sur les interactions entre nature et société. Il a un titre sur sa carte de visite, c'est du délire. Vous êtes l'auteur d'une centaine de publications scientifiques, elles sont toutes nommées sur sa carte, et de plusieurs ouvrages dont Camargue incertaine, Science, Usage et Nature, paru aux éditions Buchet-Chastel. Est paru en 2022 dans la collection Monde sauvage des éditions Actes Sud, Sanglier, géographie d'un animal politique, que vous avez écrit avec Roméo Bondon, géographe de l'environnement. Raphaël Matevé, bonjour. Bonsoir. Alors ce livre n'est pas un roman, pourtant il se lit aussi bien. Comment avez-vous travaillé avec Roméo Bondon à l'écriture de ce livre ? Alors effectivement, la particularité de ce livre, c'est qu'on ne voulait pas faire une synthèse de biologie sur le sanglier de plus, on ne voulait pas faire un guide à l'intention des chasseurs, et on voulait par contre essayer de faire une synthèse un peu de ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas sur l'animal, qui peut paraître bien connu pour beaucoup, et en même temps on voulait aussi essayer de casser un peu les discours déjà connus, discours vétérinaires, discours du monde agricole sur les dégâts du sanglier, discours des chasseurs sur la gestion, ou voire même discours des animalistes. Et donc pour ça on a essayé de faire un peu ce qu'on appelle grossièrement le perspectivisme animal, et donc ça consiste à faire un peu, essayer de se mettre sinon à la place de l'animal, se mettre à sa hauteur, et essayer de décrire un peu ce qu'il ressent ou ce qu'il peut vivre en traversant les territoires anthropisés. Et donc on a fait le choix de l'écrire à deux, puisqu'on travaillait ensemble sur l'espèce depuis 2017, et l'idée c'était de pouvoir façonner un peu une partie un peu littéraire pour essayer de donner envie aussi de se plonger, et une partie plus scientifique. Pour répondre à la question, l'écriture, ce qu'on a fait, c'est on a utilisé des tracés GPS, parce qu'on équipe les sangliers avec Simon Chamaillé, mon collègue au CEF, on équipe les sangliers de colliers GPS, et on a utilisé les déplacements de deux animaux qui étaient assez singuliers, assez intéressants, qu'on en a fait un seul déplacement, et on fait le récit du déplacement de cet animal, et on voit un peu comment il rencontre les hommes et comment il circule dans nos paysages. Alors la forme de ce livre, il y a des alternances de chapitres, de constats, de scientifiques, on pourrait presque parler de thèses, et de parties plus littéraires, où là vous avez choisi de vous mettre, ce que vous disiez, à la hauteur du sanglier, mais il y avait plusieurs options que vous décrivez aussi dans votre ouvrage, en disant, voilà, vous avez fait le choix d'être à la hauteur, mais il y en avait d'autres aussi, et lesquels étaient-ils, et pourquoi avoir choisi d'être à la hauteur ? Alors, vous connaissez un peu Baptiste Morisot ou d'autres philosophes, Viviero de Castro, enfin il y a pas mal de philosophes qui se sont intéressés aux questions de rapport entre la nature et les humains, dans des contextes en dehors du cadre quelquefois occidental. Et il y a souvent beaucoup en ce moment dans la littérature, au Vinciane Després, que j'ai en tête aussi, il y a des appels au perspectivisme animal, c'est-à-dire à se mettre à la place des animaux. Alors c'est des appels qui ne sont pas récents. Vous avez dans la littérature fondatrice un peu des éthiques environnementales nord-américaines, vous avez Aldo Leopold. Vous avez dû entendre parler de penser comme une montagne, mais Aldo Leopold, avant de nous inviter à avoir une approche très intégrée, très holistique du monde, où l'homme fait partie de la communauté du vivant, Léopold, c'était avant tout un chasseur et un pêcheur, et donc il décrit très bien dans l'almanach d'un comté de sable comment il faut penser quand on est pêcheur, penser comme une truite, quand on est chasseur, penser comme un canard, par exemple. Et donc il y a un appel comme ça à penser comme les animaux. Et nous, on disait, on veut peut-être essayer d'éviter un peu trop d'anthropocentrisme, mais en même temps éviter l'aspect un peu chamanique, de se mettre dans la peau de l'animal quand on est chasseur ou quand on est naturaliste. On essaye souvent, moi je traque pas mal la loutre, de se mettre à la place de la loutre, où est-ce qu'elle passe, comment elle va circuler, etc. Ou quand on est chasseur et qu'on essaye de tuer son gibier, on fait un peu la même chose. Donc l'idée c'était de sortir un peu de ça,
Et à hauteur d'animal, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour trouver peut-être cet entre-deux, à se mettre totalement à la place de l'animal et tout en restant un peu des humains, parce qu'on peut que décrire du point de vue de l'homme, donc d'essayer d'éviter un peu trop d'anthropomorphisme qui aurait nuit au récit, quoi. Et dès le début de votre ouvrage, vous précisez qu'ici nous n'aborderons nullement la question du bien ou du mal, d'un comportement humain, qui est celui de la chasse, souvent associé à cela. En revanche, on s'intéressera à ce que cela symbolise dans notre société. Qu'est-ce que cela dit de nous en tant qu'êtres humains, d'avoir à réfléchir de cette façon-là ? Alors, vaste question à 18h30. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous ? 2 minutes. Déjà, nous, on a utilisé le sanglier parce que, comme je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu du sanglier, ou vous avez vu, il est devenu de plus en plus commun au bord des routes dans beaucoup de départements français. On en tue de plus en plus. Et en même temps, il y a une espèce de déclassement qui se passe, c'est-à-dire le sanglier, pendant longtemps, on a considéré que c'était un animal sauvage, un animal recherché par les chasseurs, vraiment le digne représentant de la faune sauvage, de la forêt, ou pour diverses raisons. Et puis là, subitement, c'est devenu uniquement une espèce à problème qui est discutée uniquement par des gestionnaires, par des chasseurs, ou qu'il faudrait réguler, etc. Et donc le bouquin, pour revenir à votre question, il traite de ça, c'est-à-dire c'est finalement qu'est-ce qu'on a fait au sanglier, et puis en retour qu'est-ce que le sanglier nous fait faire, et finalement quelle place on laisse ou pas aux sauvages dans notre société, et qu'est-ce qui est encore sauvage, quoi. Voilà, c'est-à-dire entre les phénomènes d'hybridation, les animaux plus ou moins domestiqués, plus ou moins les paysages artificialisés, des animaux de plus en plus familiers qui cohabitent avec nous. Donc quelle place on peut donner aux sauvages aujourd'hui dans nos espaces et dans nos actions, dans nos pensées. C'est vraiment ce qu'on essaye d'explorer aussi avec le livre. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le sanglier ? Qu'est-ce qu'il est ? Il est le symbole de quoi, en fait, cet animal ? Alors le sanglier, il a été longtemps... on démarre l'ouvrage avec une citation de Robert Hénard. Je sais pas si vous connaissez Robert Hénard, hein, qui a disparu il y a peut-être une quinzaine d'années, mais qui avait fait un ouvrage, c'était un dessinateur assez fin, puis un grand naturaliste. Il était sculpteur également, suisse, et il se déplaçait un peu dans toute l'Europe dans les années 30, dans les années 50, pour essayer d'observer la grande faune qui avait presque disparu. Et donc moi, j'ai baigné un peu là-dedans, c'est-à-dire que dans ces récits-là, c'est-à-dire que le sanglier, il était un peu le dernier représentant, on peut dire, de la faune sauvage, puisqu'on avait exterminé les loups, les ours, les lynx de bien des massifs boisés. Et donc, Robert Hénard, il va même jusqu'à comparer le sanglier en disant qu'il est à l'égal des grands arbres dans une forêt pour signifier le sauvage. Parce qu'il symbolise ce sauvage, donc, mais il symbolise aussi... Pendant longtemps, pour les chasseurs, il a symbolisé la bravoure, hein, c'est-à-dire l'animal qui fuit, certes, mais qui va pouvoir résister, qui va écorcher les chiens, qui va écorcher les chevaux, qui va écorcher les chasseurs. Donc une bête brave qui résiste et donc qui se mérite. Et donc tout ça, ce sont les symboles qui ont disparu. Et donc le sanglier, il est en même temps sorti du bestiaire des naturalistes. Hein, quand vous faites... un exercice qu'on appelle, par exemple, du free listing, c'est-à-dire d'association libre. Si là, je vous dis sanglier, enfin, si je vous dis faune sauvage, à quelles espèces vous viennent à l'esprit, hein, un exercice assez élémentaire. Et ben, en fait, le sanglier vient pas vraiment à l'esprit des naturalistes. Hein. Il est sorti, il y a plein d'autres espèces qui les intéressent. Et donc, finalement, on se disait, l'animal, il subit une espèce de déclassement général et une perte symbolique. Et est-ce que le sauvage, aujourd'hui, est dans cette perte symbolique, puisque avec les travaux de Bruno Latour, etc., on est dans une grande hybridation, il n'y a plus de fossé nature-culture, etc. Donc est-ce que le sanglier représente cette mutation dont on a besoin peut-être aujourd'hui ? Dans cet ouvrage qui a la particularité de mettre en exergue en fait toute la complexité que soulève la présence du sanglier et que ce soit la prolifération, l'introduction, les lois, les élevages à des fins cinégétiques, oui, c'est ça, qui exposent des contradictions. Et quels sont pour vous l'apport de la science et des études, comme dans des exemples que vous donnez aussi dans l'ouvrage, pour résoudre les problèmes dans les gorges du Gardon, mais aussi à Berlin, Rome, Montpellier. Il y a des exemples comme ça qui sont assez
Assez amusant aussi, cocasse, mais qui mettent aussi la problématique de la place du sanglier dans notre société. Alors oui, peut-être ce qu'on peut redire, c'est des chiffres, parce qu'on a du mal à les croire. Donc en France, on est passé au début des années 70, pour vous donner une idée de l'évolution de la présence du sanglier, de son omniprésence aujourd'hui. On est passé de 35 000 sangliers abattus au début des années 70 à 840 000 l'année dernière. Donc on a multiplié par 23 les effectifs. Dans l'Hérault, alors j'ai juste en tête le chiffre des 15 dernières années, mais par exemple cette année, enfin l'année dernière, la saison de chasse qui vient de se terminer, on a tué 23 000 sangliers à peu près dans le département de l'Hérault. Et il y a 15 ans, on en tuait 13 000. Donc vous voyez un peu, on est dans une évolution. Mais l'évolution la plus faramineuse, puisque c'est le record national, c'est le département du Gard, hein, nos voisins. Enfin, je suis gardois, mais nos voisins ici aujourd'hui. Donc les Gardois, eux, en fait, au début des années 70, ils tuaient 500 sangliers. Et là, vous avez un ordre d'idée à peu près les effectifs qui sont abattus aujourd'hui dans le département du Gard, hein, qui fait quoi, 650 000 hectares. Hein, bon, c'est un des plus beaux départements de France, c'est sûr, mais comment ? Le second ? Donc on tue à peu près, on a tué jusqu'à 40 000, 42 000 sangliers il y a quelques années. Là, les chiffres sont à nouveau un petit peu à la baisse, mais c'est pour vous donner une idée de l'évolution de la présence de l'animal. Donc une fois qu'on a annoncé ces chiffres, évidemment, il y a plein de controverses sur quelles sont les raisons pour lesquelles on atteint ces chiffres-là, puisque c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts agricoles par an, c'est plusieurs dizaines de milliers de collisions routières, plusieurs morts par an avec le sanglier. Je ne parle pas des accidents de chasse, hein, je parle des collisions routières. Donc on peut se poser des questions, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de sangliers aujourd'hui ? Et bien souvent, c'est selon les endroits, mais on a tendance évidemment à pointer du doigt les chasseurs qui nourrissent, etc. Alors nous, ce qu'on essaye de montrer, évidemment, c'est c'est plus complexe que ça. Il y a pas mal de travaux scientifiques, donc on essaye de voir la synthèse de ces travaux-là, certains sont encore en cours. Et bon, on va retenir juste les 5 doigts, enfin les causes sur les 5 doigts d'une main. La première des causes, c'est vraiment la déprise rurale, avec le phénomène d'afforestation, c'est-à-dire de reconquête de l'espace, des terres abandonnées, les terres pentues, etc., par la forêt, les taillis, etc., qui produisent énormément d'abris pour les animaux, mais aussi énormément de nourriture naturelle. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'il y a à peu près 30% du territoire national aujourd'hui qui est occupé par la forêt. Donc c'est autant d'espace extrêmement favorable pour le sanglier. Le deuxième événement majeur, évidemment, c'est la disparition des prédateurs. On sait que le loup est assez friand de sangliers, surtout de marcassins. Bon, pour le moment, c'est le loup italien. On peut penser que quand c'est le phénotype du loup polonais qui est en train d'arriver par l'Allemagne, ce sera des loups un peu plus costauds, peut-être qu'il se passera des choses un peu différentes. Mais disons que les populations de sangliers étaient aussi régulées par les loups, les lynx. Le troisième élément, c'est on a tous vu ça, on a tous appris ça ou constaté ça ici et là, c'est la mutation de l'agriculture en France, hein, avec une simplification des paysages qui a énormément produit des paysages très productifs. Il n'y a jamais eu autant de résidus de culture aussi où le sanglier peut se nourrir. Puis on a agrandi les parcelles. Et donc dans certaines régions françaises, on peut avoir des parcelles qui sont tellement vastes que les sangliers, ils n'ont pas besoin de partir en forêt se remiser. Ils passent nuit, jour, ils mangent, ils dorment dans la même parcelle de maïs. Ils ne sont pas dérangés par quiconque. Et puis l'autre élément de cette mutation agricole, c'est la disparition du petit gibier, puisqu'évidemment, avec la modernisation de l'agriculture, avec l'arrivée des tracteurs, on a arraché les haies, on a simplifié les paysages pour plein de raisons agronomiques, agricoles, de modernisation. Et en même temps, c'est l'arrivée des pesticides, de plein de choses. Et donc le petit gibier, donc les perdrix, le lièvre, pour en citer que cela, sont mis à disparaître. Et donc dans les années 70, se posait aussi la question de comment on fait pour que tous les chasseurs ne raccrochent pas le fusil, puisqu'il n'y a plus grand-chose à chasser dans la campagne. Et donc là, on s'est intéressé, ça faisait déjà longtemps, mais on s'est intéressé depuis à la fin des années 60 au développement du gros gibier. Hein, et donc ça, c'est le fruit, le succès des chasseurs. Hein. On n'a jamais eu autant de cerfs en France,
jamais autant de chevreuils, jamais autant de sangliers, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, évidemment, les chasseurs, ils ont souhaité avoir du sanglier et en remettre dans plein de régions françaises où il n'y en avait pas, ou toujours eu très peu de mémoire d'hommes. Et donc, de ce fait-là, ils sont rentrés dans une approche très zootechnique, c'est-à-dire accompagnés par l'INRA à l'époque, donc l'Institut national de recherche agronomique, accompagnés par l'Office national de la chasse, qui s'appelait comme ça à l'époque. Il y a tout un accompagnement scientifique pour voir comment on peut élever du sanglier, comment on peut lâcher du sanglier, comment on le nourrit, comment on l'abreuve et comment on peut faire des chasseurs, des gestionnaires de populations saines de grand gibier, où les chasseurs vont devenir des gestionnaires, et donc ils gèrent un capital de sangliers et puis ils prélèvent que le surplus chaque année avec des pratiques conservatrices, qu'on dit conservatrices, c'est-à-dire pour pas toucher le capital, on va préserver les laits, on va préserver les beaux individus reproducteurs pour maintenir la machine. Et puis on va évidemment avoir des lâchers plus ou moins légaux, on va avoir de l'hybridation, on va avoir plein de tentatives ici et là. Donc là je parle ces années 70, 80, 90. Pour ceux qui ont les collections du chasseur français, il y a des très beaux articles dans le milieu des années 80 où on vous explique comment avoir une terre à cochons, etc. Et à chaque fois, les références, ce sont les rapports de l'ONC, de l'INRA, qui montrent bien qu'il y avait une volonté publique, collective, de remettre du sanglier partout. Et puis, à la fin, le dernier point, donc c'est un succès, ça s'emballe, la machine, on va dire, s'emballe, du fait qu'il y a tous ces paramètres-là. Et il y a un paramètre complémentaire qui arrive, c'est le changement climatique. Parce qu'avec le changement climatique, ce qui va se passer, c'est qu'on a de la fructification forestière du fait du stress pendant l'été, enfin pendant le printemps, pour plein de raisons. Il y a différentes théories pour essayer d'expliquer ça. Mais la production de glandés, de glands, va devenir de plus en plus croissante et de plus en plus fréquente depuis une vingtaine d'années. Et à la limite, il n'y a plus besoin forcément de faire de l'agrainage localement pour maintenir des sangliers, parce qu'il y a largement de quoi manger sous les chênaies. Et donc tout ça, ça va être très différent selon les endroits. Il y a des endroits où la présence des sangliers est vraiment liée à la chasse et aux pratiques. Et puis il y a des endroits où c'est vraiment lié au changement climatique qui a pris la relève à plein de choses. Et donc tous ces paramètres-là, ils font que le sanglier a explosé. Du coup, j'ai oublié ta question, mais c'est pas... Mais la réponse était en tout cas très riche d'enseignements. Du coup, ça interroge aussi, puisque maintenant le sanglier prolifère, sur la gestion du territoire, des frontières, des limites. Et vous dites qu'il semble que certaines bêtes que l'on a souhaité mettre en cage, en parc, en nature, en scène, ne daignent plus y demeurer. Bref, qu'elles débordent des limites qu'on leur a octroyées. En quoi cela influe-t-il donc sur le territoire et sur la gestion du territoire et du mélange animaux sauvages et urbanisation? Alors, on s'est intéressé au sanglier pour cette raison-là. C'est-à-dire que moi, je ne travaillais pas spécialement sur le sanglier, mais je travaillais sur d'autres espèces. Et à chaque fois, je voyais que le sanglier et les conflits ou les tensions sociales qu'il générait s'invitaient dans... Moi, je travaillais sur le flamant rose, par exemple. On me parlait de sanglier en Camargue. Je travaillais sur le gibier d'eau, on me parlait de sanglier. Et puis après, je travaillais avec les espaces protégés, on me parlait de sanglier. Donc le sanglier s'invitait un peu partout. Et très vite, on a identifié que c'était donc moi je parle de lui comme un artificier, c'est-à-dire c'est une espèce qui dynamite tous les rapports sociaux localement. Elle peut vraiment anéantir plein de relations sociales, elle peut anéantir des trésoreries de sociétés de chasse comme d'agriculteurs, et puis elle peut remettre en cause le grand partage de l'espace entre agriculture, milieu périurbain, infrastructure humaine, et puis l'espace dit productif et l'espace dit non productif. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette espèce-là, pour essayer parce que le flamant rose, on a fait un autre livre qui s'appelle Politique du flamant rose, puisqu'on voulait prendre une espèce fétiche du côté des protecteurs de la nature et une espèce fétiche du côté des chasseurs. Et ces espèces-là, leur caractéristique, c'est qu'elles sont mobiles. Et donc, elles viennent remettre en cause, effectivement, on fait, par exemple, pour le flamant rose, on fait un espace, on fabrique un îlot pour que les flamands se reproduisent là, aillent manger là, etc. Et puis finalement, ils décident, dans les années 80, de goûter au riz, puis de se dire que finalement, manger du riz à la saison du semis, c'est pas inintéressant. Enfin, du coup, ça permet de maintenir la ligne, certainement. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et du
coup, les flamants roses sortent de leur espace qui était dédié et s'invitent dans l'espace agricole. Les sangliers, c'est un peu la même chose. Et puis, on va accuser ici et là que ce sont les espaces protégés où on ne peut pas chasser, qui sont responsables de la présence du sanglier, parce qu'on ne peut pas faire de la régulation partout. Et aujourd'hui, les sangliers font des intrusions majeures en ville, au point où, par exemple, la métropole de Montpellier, on doit tuer plus d'une centaine de sangliers par an. À Nîmes, c'est à peu près pareil. Et donc, la question, c'est pourquoi subitement, quand nous, on s'étale, on vient vers la faune sauvage, puisqu'on fait de l'étalement urbain avec nos infrastructures, etc. Et lorsque les sangliers viennent vers nous, c'est eux les intrus et pas l'inverse. Donc, on trouve ça un peu cocasse, on le questionne dans l'ouvrage. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces animaux qui viennent à notre rencontre, qui viennent saccager nos jardins, les terrains de foot, ou qui viennent se balader en ville, attendre le tram à la Mousson, ce genre de choses. Vous donnez des exemples de villes, là, Berlin, Rome, Hong Kong. Voilà. Vous pouvez les reciter parce que c'est vrai qu'ils sont je peux en redonner. C'est-à-dire, j'ai une collègue qui travaille sur les sangliers à Hong Kong. Donc à Hong Kong, le prédateur du sanglier, c'était le tigre. Le tigre a disparu évidemment sur l'île dans les années 20. Et puis ensuite, il y a je vais prendre cet exemple-là, il est pas mal, puisque en fait, le mode de vie a été de plus en plus urbain. Les défenseurs des droits des animaux, des animalistes se sont un peu positionnés. Puis finalement, je crois que ça a été une votation. Enfin, je sais plus, ils n'étaient pas en Suisse, mais toujours est-il que l'État a décidé de ne plus chasser. Et donc, ça a permis aux populations de sangliers de monter. Ensuite, ils ont mis en place de la régulation. Mais par exemple, à Hong Kong, c'est pas rare de voir un sanglier. Je ne sais pas si vous aviez vu ça à Rome, où il y avait une dame avec ses sacs de course sur un parking de supermarché qui se fait dépouiller par les sangliers. Et donc, vous avez la même chose observée à Hong Kong. Ils vont même jusqu'à descendre les escaliers du métro et donc à se retrouver dans les stations de métro. À Berlin, vous avez aussi plus de 2000 sangliers qui sont abattus chaque année sur la commune de Berlin, ce qui en dit long. Bon, la commune de Berlin est vaste, il y a des belles chaînées avec des étangs. À Barcelone, pour revenir au climat un peu méditerranéen, on a de plus en plus d'intrusions de sangliers dans la ville. Les collègues de l'université de Barcelone ont montré qu'ils venaient surtout en période de sécheresse, donc à l'évidence, ils venaient chercher l'eau en ville. Et la question, c'est est-ce que la réponse, ça doit être intrusion d'animal sauvage en ville ou menace sur les biens et les personnes? La réponse, c'est capture et euthanasie. Est-ce que ça doit être cette réponse-là partout? Donc, les collègues de Barcelone commencent à avoir de la gestion différenciée, aménager les parcs urbains pour qu'il y ait des parcs urbains où le sanglier ne peut pas pénétrer. Puis il y a d'autres parcs urbains où les gens sont contents de voir des sangliers, etc. Donc on laisse la pénétration des animaux se faire. Donc on voit qu'on a une diversité de réponses. Mais même en Israël, un peu partout, il faut voir que le phénomène est quasiment mondial en termes d'accroissement. Au Maghreb aussi, en Algérie, dans les pays du Maghreb, on a aussi une très forte progression des populations de sangliers. Et vous citez dans votre ouvrage aussi Jennifer Volsch sur le fait de prendre en compte et de théoriser l'urbain. Qu'est-ce que cela aussi dit de la façon dont on doit penser la société maintenant, peut-être à inclure un environnement plus complexe? C'est ce qu'on essaye de montrer effectivement avec l'ouvrage, c'est qu'on se retrouve en ville, à la campagne ou en milieu forestier, en montagne ou sur le littoral, se pose la question de comment repenser le sauvage, puisqu'on a du sauvage qui disparaît. Vous avez tous entendu parler de la 6e crise d'extinction de la biodiversité. Et le paradoxe, c'est que dans le même temps qu'on a plein de choses qui partent à volo, le paradoxe, c'est qu'on a plein d'espèces qui se mettent à pulluler et qui viennent en ville. Pour des raisons très, très variées. Il y a le renard, le blaireau, le sanglier, pour ne citer que des mammifères et que celles-ci, sont de plus en plus familiers et on a des enjeux de cohabitation qui se dessinent, c'est-à-dire est-ce qu'on considère que la ville ne doit pas accueillir les mammifères sauvages et on les régule d'entrée et on s'en débarrasse manu militari, si je puis dire, ou est-ce qu'au contraire, on met en place un dialogue avec les habitants, puisque la question, c'est de savoir qui décide
de ce qui doit être fait. Est-ce que c'est seulement l'État? Est-ce que ce sont seulement les chasseurs et les agriculteurs qui doivent décider? Au moment où on est, y compris d'un point de vue idéologique, d'un point de vue philosophique, se pose vraiment la question de qui a le droit de vie ou de mort sur la faune sauvage. Est-ce qu'il n'est pas temps de revisiter justement ces aspects-là? Donc c'est des éléments qu'on questionne aussi avec le sanglier et l'ouvrage. Et dans l'ouvrage, vous mettez différents exemples, vous prenez différents exemples dans lesquels, de manière assez locale, le scientifique fait l'interface entre les différents interlocuteurs et apporte un regard un peu différent et qui permet de trouver des solutions avec des réglementations. Quand on lit l'ensemble, on a les lois qui donnent certaines directives, mais qui, dans certaines applications ou décrets, donnent des choses contradictoires. Bref, c'est ni blanc, ni noir, ni gris, c'est un petit peu le mélange de tout. Et je reprends aussi l'idée que vous avez mis dans le titre, l'animal politique. Qu'est-ce que cela donne comme signification ou quel sens cela a? C'est en lien avec effectivement ce que j'étais en train d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire pourquoi on a parlé d'animal politique. C'est parce qu'il y a pour deux raisons assez élémentaires. La première, c'est que l'animal nous fait réagir et il réagit, lui, en retour à nos actions. Et donc, il crée des disputes, il favorise la médiation ou pas, la concertation, et il nous fait prendre des décisions d'aménagement, des choix de on tue pas, etc. Donc, l'animal est politique dans ce sens-là, premier. Et l'animal est politique dans un sens plus philosophie politique, c'est-à-dire comment on peut re-questionner un peu notre régime de modernité où c'est l'homme qui est souverain et quitte à ce soit à sacrifier les humains les plus faibles ou à sacrifier les animaux. Et donc la question, c'est comment on redéfinit cette souveraineté et donc comment on remet l'animal en politique finalement. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire en tant que modeste scientifique et naturaliste, c'est d'essayer de recréer d'expérimenter des arènes de médiation où on part de choses qui sont objectivables, c'est-à-dire on équipe des animaux avec des colliers GPS, on regarde la mobilité des animaux et on discute la mobilité des animaux avec tous les savoirs potentiels, c'est-à-dire les agriculteurs, les propriétaires, les chasseurs, les naturalistes, les habitants, etc., pour voir comment s'exprimer et en même temps pour recréer aussi de l'empathie avec l'animal, puisque quand on discute du trajet d'un individu, par exemple, j'ai en tête un individu qu'on a capturé au nord de la Calmette. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le début de la nationale sous forme de voie rapide entre Nîmes et Alès, l'ancienne nationale entre Nîmes et Alès. Là, on avait un animal qui était capturé, qui était très casanier au début et qui circulait dans ces petits bosquets. Il allait dans quelques terres agricoles. Après, il a découvert peut-être là où il y avait les rebuts du supermarché, du secteur, et donc il passait par les systèmes de drainage pour aller manger un peu ce qu'il y avait en bordure de parking. Et puis de temps en temps, il faisait des tentatives pour traverser la nationale pour aller vers l'ouest. Mais il le faisait très très peu, il avait visiblement peur de la route, puis la route est équipée de quelques barrières sur ce secteur-là. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi la route. Donc au lieu d'aller vers l'ouest, à l'évidence, il voulait aller vers l'ouest tout en restant dans la garrigue, mais n'y parvenant pas, il s'est mis à suivre la route en direction sud. Et donc ça l'a amené dans les quartiers cossus du nord de Nîmes. Là, il a découvert des pelouses irriguées en pleine garrigue, avec pleines de lombriques, etc. Donc il s'est régalé. Et puis il est rentré à la campagne. Donc ça fait à peu près, il fait des sorties qui font 10-15 km la nuit, entre 22h et 5-6h du matin. Et il fait ça, elle faisait ça une fois, 2 fois par mois, donc elle faisait des raids en ville et puis après rentrait tranquillement. Et donc ça, quand on discute sur pourquoi cet animal fait ceci, cela, par où il passe, on peut découvrir qu'il y a une mamie qui vient lui donner les épluchures, qu'il y en a d'autres qui viennent donner les restes de pâtes, parce que quand l'animal arrive en ville, souvent la réaction, il y a une espèce d'empathie avec l'animal qui arrive en ville, et donc il y a 2 réactions en fait. Il y a soit on en a peur, on téléphone, on veut s'en débarrasser, on a peur pour le chien, pour ceci, cela, soit au contraire, on rentre en empathie, et la tentation première, c'est quoi? C'est de le nourrir en fait.
Donc on va chercher le pâté pour chat, on va chercher des choses, les restes de repas, et on nourrit le sanglier, puis petit à petit, il y a une espèce de familiarité qui se met en place. L'animal ne devient pas du tout farouche, et là, il peut y avoir des difficultés qui apparaissent, puisque l'animal s'installe en périphérie, ne daigne plus retourner assez loin. Pourquoi partir, puisqu'il est tranquille, il n'y a pas de chasseurs, c'est difficile à être interrompu. Donc en ce moment, on suit un sanglier qui se balade dans le quartier de la Mosson, dans le quartier Malbosque, donc il fréquente des terrains, il trouve des petits refuges la journée dans des petits bosquets, des tout petits bosquets de jardins publics, et puis la nuit il prend le boulevard, il circule dans les quartiers, etc. Ce qui peut causer des problèmes quand on fait un peu du trafic illicite, puisque la police municipale est trop souvent sollicitée par les habitants parce qu'il y a des sangliers en ville. Donc vous voyez, on peut avoir ce genre de petites d'éléments. Et donc nous, juste pour terminer sur le dispositif, donc on discute, on essaye d'objectiver les tracés des animaux, et puis on essaye de recréer, de mettre autour de la table des animalistes, des gens de l'espace, des lieutenants de louveterie, des élus qui sont confrontés aux problèmes, les services techniques de l'État, etc., les chasseurs évidemment, et on essaye de réfléchir ensemble justement à quelle place donner aux sangliers dans ce genre de dispositif, avant, d'un point de vue technique, avant d'aller, si je puis dire, au-devant des quartiers, des habitants des quartiers qui pourraient avoir des velléités différentes quant au sanglier. Alors la place du scientifique là fait sens, mais dans l'ouvrage, vous abordez aussi des questions philosophiques, la science, la philosophie, la recherche croisée, la pluridisciplinarité, ne sont-ils pas aussi les grands oubliés de nos pensées politiques ? Grands oubliés, peut-être plus, mais effectivement, il y a beaucoup d'injonctions à faire de l'interdisciplinarité, à faire travailler sciences sociales avec sciences écologiques pour ne garder qu'elles, ou les collègues mathématiciens qui nous aident à faire des modèles, ou travailler avec la société. Mais tout ça, ça se met pas en place de manière si aisée. Hein. Évidemment, il faut avoir des affinités, il faut respecter les régimes de vérité de chaque discipline. Et donc, ça demande un apprentissage. Et puis, travailler avec les acteurs locaux. Quand vous travaillez avec les chasseurs, bien souvent, la réception au départ, c'est on a déjà tout essayé, on connaît par cœur le sanglier, on est au 2e plan national d'action, etc. Et donc, l'idée que les scientifiques qui viennent au milieu pourraient permettre d'apprendre quelque chose de neuf ou remettre en question des savoirs qu'on pense stabiliser à la fois dans le monde gestionnaire ou dans le monde scientifique, puisqu'on essaye aussi de venir challenger ce qu'on croit savoir et ce qu'on pense avoir démontré définitivement sur l'espèce. C'est un apprentissage de tous les jours, c'est vraiment une expérimentation au long cours. Nous, la spécificité qu'on a dans notre équipe, là, avec Simon Chamaillé, qui lui est plutôt spécialisé en écologie spatiale, hein, qui travaille ailleurs sur les lions, sur les éléphants en Afrique australe. Et donc là, je l'ai convaincu de travailler sur le sanglier, même si ça pouvait être moins exotique. Hein. On a nos Big Five à nous quand même. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de s'inscrire vraiment dans de la recherche-action, c'est-à-dire de produire de la connaissance sur la problématique sanglier, et en même temps d'accompagner le changement social, c'est-à-dire d'accompagner ces envies de changer de regard sur le sanglier et de revenir sur ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, pour ne pas les appeler nuisibles. Je réutilise le terme nuisible parce qu'il y a eu typiquement un changement dans la loi pour ne plus faire de ces espèces-là par essence des espèces qui nuisent à certaines activités humaines, mais dans les faits, l'application de la loi fait que finalement, le terme nuisible, on a beau l'avoir banni et changé, on reste dans les mêmes logiques. Alors c'est vrai qu'on parle de sangliers nuisibles, destructeurs, mais qu'est-ce qu'il apporte dans la biodiversité ? Parlons un peu de lui en positif. Question, quelque chose de bien, quoi. Non, ce qu'il il apporte, peut-être je vais pas parler il joue plein de rôles évidemment dans les écosystèmes. C'est un fouisseur hors norme. Il bouleverse les banques de graines. Il mange tous ces petits oiseaux que certains voudraient protéger. Enfin, selon les densités évidemment qui peuvent être infernales. Il participe à la dispersion des graines. Enfin, il a plein de rôles merveilleux dans la biodiversité. Mais moi, ce que je garderais, c'est peut-être la dimension émerveillement, c'est-à-dire, c'est une anecdote que j'ai comme ça, par exemple, moi j'étais parti à plusieurs reprises
observer l'ours et le loup dans les Pyrénées, non pas Cantabrie aussi, mais dans les Abruzzes, pardon. Donc, j'ai le souvenir là, dans le parc national des Abruzzes. Donc, quand vous êtes naturaliste, voir le loup, voir l'ours, c'est quand même un Graal, quoi. Quelque chose qui est préparé, qui est très structuré. Vous préparez à la rencontre, etc. Et puis, ça se passe jamais comme prévu, évidemment, heureusement. Mais parmi les rencontres imprévues, moi, c'est la rencontre avec une énorme compagnie de sangliers, de plus de 50 individus. Donc, j'étais dans une... Je ne sais pas si certains connaissent, peut-être non, dans les Abruzzes, vous voyez un peu le type de milieu que c'est de milieu calcaire, montagne calcaire, avec des magnifiques hêtres très tortueux, etc. Et en fait, j'avais un petit vallon, un petit alvégue, et moi, je marchais, j'allais me préparer pour l'affût, pour observer une ours et ses oursons. Et en fait, je suis tombé sur cette compagnie de sangliers qui a déboulé à quelques mètres de moi, qui est passée... Voilà, et en fait, ça m'a complètement bouleversé. Et finalement, j'ai beau avoir vu dans de très bonnes conditions de l'ours et du loup pendant mon séjour. Finalement, j'ai retenu, ce qui m'avait le plus bouleversé, c'était cette rencontre que j'aurais pu avoir bien ailleurs, mais cette rencontre imprévue avec le sanglier. Et une autre anecdote qu'est-ce qui nous apporte. Moi, c'est l'étonnement, c'est-à-dire... je ne sais pas si vous êtes tombé nez à nez avec un sanglier quelquefois sur la route ou au détour d'un chemin, etc. Et en fait, vous ne savez pas qui est le plus étonné des deux, en fait. Vous avez parce que vous savez, il a ces petits yeux noirs là. Alors, vu qu'il est bigle, vous pensez qu'il ne vous voit pas très bien ou un peu flou. Moi, j'ai pas de gilet fluo, mais vous pensez qu'il ne voit pas bien les couleurs. Par contre, vous savez qu'il vous a vu, il vous a senti, il détecte vraiment très très bien les petits mouvements aussi. Et en fait, c'est ce moment-là, ce tout petit moment-là que je trouve très très précieux, où en fait tout le monde est étonné, on se regarde, on se dit qui c'est qui va bouger le premier, c'est lui, c'est moi, je vais partir de quel côté. Et puis hop, d'un seul coup, c'est l'éclipse et voilà, il part en... Donc voilà, donc moi ça, c'est des moments qui sont bouleversants et qui font que même si je peux manger du sanglier, j'adore le sanglier par ailleurs, mais c'est pas la question. Mais voilà, c'est des moments de rencontre avec la faune sauvage qui créent du ressourcement sans pareil, je trouve. Dans votre ouvrage, toujours, là, Sanglier, géographie d'un animal politique, il y a une phrase que vous écrivez, qui est une citation, me semble-t-il. Quels sont les espaces des animaux et la place des bêtes? C'est une question que j'aime bien. Donc en fait, c'est une version française, enfin c'est la traduction littérale française d'un ouvrage anglais du début des années 2000, qui était écrit par des géographes qui s'interrogeaient finalement sur la juste place des animaux. Voilà. Où doivent être les animaux? Qui décide où doivent être les animaux? Vous voyez, c'est un peu la question de... Alors, on peut avoir une approche très interventionniste, mettre en place des régimes de gestion, parce que ça, on le sait bien faire, que ce soit dans la protection de la nature, la chasse, l'agriculture, un peu partout, on veut tout contrôler. Donc, on voudrait que les sangliers soient là, les bouquetins soient là, qu'il n'y ait pas de virus, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il y ait ceci, cela. Et en fait... cette question-là de la juste place, évidemment, on s'aperçoit que c'est une négociation locale qui est très localisée, qui est basée sur les pratiques locales, les cultures locales, sur la le paysage qui est en place et sur une trajectoire. Et on peut penser qu'on n'a pas la même réponse à cette question-là si on est dans les Vosges du Nord, si on est sur le littoral aquitain ou si on est ici dans cette belle région. Pour quasi terminer, dans votre ouvrage, là, il s'agit de penser l'animal, mais pas d'imaginer sa pensée. Votre ouvrage se situe, vous le disiez en début d'entretien, à hauteur d'animal. Quelles ont été les raisons de ce choix et pour vous, quels sont les travers ou les limites de l'anthropomorphisme? J'avais en partie répondu tout à l'heure, mais... c'est pour conclure aussi. Les travers, je dirais que... En fait, on a beaucoup d'appels incessants à ce perspectivisme-là. C'est penser comme, voir comme, se mettre à hauteur d'eux maintenant avec nous. Mais je me méfie un peu de ça parce que peut-être on pourrait terminer par ça. C'est-à-dire on en a besoin pour peut-être changer de discours.
changer les discours gestionnaires dominants, puisque typiquement, si vous voulez décrire le sanglier, vous allez avoir beaucoup de vocabulaire synégétique, puisqu'il a été pensé par et pour la chasse, le sanglier. Par contre, si vous voulez en parler d'un point de vue autrement que strictement scientifique ou purement naturaliste, c'est plus difficile. Et donc, il y a un enjeu à casser un peu les discours dominants pour réussir à faire ce pas de côté. Et le risque que moi je vois poindre, c'est que peut-être qu'en travaillant, en voulant trop se mettre à la place des animaux, inévitablement, on part de l'homme, on reste des humains, et peut-être qu'on va perdre, il y a un risque peut-être de perdre en authenticité, en privilégiant que le récit, que le style, ou ce genre de choses. Et donc c'est un peu de ça dont je me méfie, garder l'authenticité dans les récits, les témoignages naturalistes. Raphaël Matevé, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci à vous.